Merci Gilles, bonjour à tous. En tout cas, c'est passionnant d'écouter un éleveur parler de la luzerne parce que effectivement, c'est vraiment très très technique. Alors déjà, c'est technique de produire de la semence, mais alors faire du fourrage, je pense qu'on est arrivé à un niveau très très élevé. Merci à vous. Euh, donc du coup, alors un rapide historique, hein. Donc moi, je me suis installé suite au décès de mon papa sur l'exploitation. Il y avait déjà une forte présence de la multiplication de semences. J'ai essayé de développer un petit peu le non-labour. En 2013, j'ai créé une ETA parce que j'avais le matériel suffisant et puis donc pour essayer d'écraser un petit peu mes charges de mécanisation. 2018, une autre grosse étape, je suis arrivé donc président de la FNAMS, donc la FNAMS, Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Donc c'est une fédération de syndicats qui travaille notamment quatre grands groupes d'espèces et la luzerne porte-graine en fait partie. Donc elle établit les comment dire pas les schémas de production, mais les références techniques pour produire notamment de la luzerne, mais également des céréales et protéagineux, des graminées fourragères, des betteraves porte-graines, donc la graine de la betterave, et puis les potagères. Et puis 2019, après une petite crise de la quarantaine et puis envie de voir autre chose, donc j'ai passé l'exploitation en agriculture biologique à 100%. Donc la ferme, elle fait 245 hectares à peu près sur deux sites. Donc un site sur l'Églantier et un autre site sur Frétoivaux, donc un petit peu plus près de la Somme. Globalement, les terres sont plutôt bonnes, hein. C'est des limons argileux ou des argilo-limoneux. Bon, après, effectivement, il y a quelques argilo-calcaires avec un petit peu de cranette, et ce qui est parfait pour la luzerne, en fait. Et en fait, en tant que président de la FNAMS, et puis avoir toujours cette fibre, puisque ma formation est autour de la multiplication de semences, j'ai souhaité garder cette diversification au travers de la production de semences, ne serait-ce que déjà de son côté très intéressant au niveau de la contractualisation et de la sécurisation des prix. C'est-à-dire qu'en fait, je ne mets pas une culture en terre si j'ai pas un contrat en face avec au moins un mode de rémunération ou un prix. Voilà pour la partie. Donc, l'assolement, il est assez diversifié. Bon, ça, après, on va pas, comme à peu près tous les bio, hein. Donc, quand vous voyez il y a quasiment 60% de la surface qui est en multiplication de semences. Donc, toutes mes surfaces, donc, on va dire fourragères, donc la luzerne, mais je fais également de la fétuque élevée en production de semences. Alors, pour l'instant, j'arrive toujours à la faire. On verra par la suite si les vulpins et les raigrats commencent à arriver un petit peu trop en nombre dans les différentes rotations. On va peut-être se reposer la question de cette culture. Mais en fait, les surfaces fourragères, entre autres, pour moi, sont hyper intéressantes pour la gestion des vivaces, enfin, notamment le chardon, puisque c'est un peu moins vrai pour le rumex. Donc, ah bon, bah, ok. Je vais trop vite, je Donc, dois revenir en arrière. non, 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 vas-y, non, non, mais c'est bon, de toute façon, tout le monde a vu à peu près Seulement vos questions, ouais. ouais, ouais, l'assolement, je pense que c'est bon. Donc bon, c'est pas bon. Avec J, il a fallu établir une espèce de rotation, mais en fait, j'ai pas vraiment de rotation type. Globalement, voilà, après de la luzerne, en général, c'est même pas en général, je mets toujours un blé. Alors, je vais répondre aussi pour l'histoire du colza, c'est que moi, les luzernes, on verra un petit peu plus tard, mais comme je la fais en production de semences, la date de récolte, c'est autour du 15-20 septembre. Donc, du coup, c'est impossible pour moi d'implanter un colza. Mais effectivement, le colza, il arrive en deuxième année en général derrière un blé. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Donc, la luzerne est arrivée, en fait, c'est une nouvelle culture au moment de ma conversion, notamment pour gérer comment dire, les vivaces, hein, parce que même avant de passer en bio, les chardons étaient toujours là, hein, historiquement, avec pas mal de betteraves avant. Les chardons, on arrivait à les maîtriser avec la chimie, mais on s'aperçoit que quand on n'a plus de chimie, finalement,
eh ben, il faut vraiment revenir complètement à l'agronomie et que finalement la chimie nous permettait de bien quand même diminuer le stock de graines et les problèmes notamment vis-à-vis des vivaces. Donc après, vous avez vu sur la rotation, il y a quand même beaucoup de légumineuses. J'aime beaucoup la culture de la févrole, même si quelquefois elle me le rend pas bien. Donc en févrole d'hiver et de printemps, que je fais en pur, puisque en fait j'implante ma fétuque élevée sous févrole de printemps. Voilà, je fais pas spécialement de mélange, sauf quand je fais des lentilles grand épeautre. Voilà, lentilles au grand épeautre. Donc voilà à peu près pour les rotations. Tu peux passer à la suivante. Donc, on va passer maintenant sur ouais, voilà, l'itinéraire technique de la porte-graine. Donc, moi, la porte-graine, contrairement à Thomas Kovout, je la sème sous couvert. Donc, je la sème au mois de mars, plutôt fin mars. Donc, traditionnellement dans une orge de printemps, mais ça peut être dans une avoine ou ça peut être éventuellement sur une céréale d'hiver aussi. Donc dans la céréale d'hiver ou de printemps, peu importe, hein. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir la céréale la plus propre possible. Donc c'est passage de RC Tri avant le semis. Moi je la sème avec donc j'ai une ligne de semis qui est un peu dédiée à ça, mais c'est parce que je fais beaucoup de semis sous couvert. Une ligne de semis, en fait, c'est très important de bien réussir son implantation, bah, un peu comme toutes les cultures, parce que moi, c'est vraiment une culture qui va être pour aller chercher la graine. Et c'est hyper important qu'elle soit bien implantée bah, pour éviter notamment bah, de pouvoir bien la désherber après derrière, et puis qu'elle soit la plus costaud possible pour éviter les premiers ravageurs qui sont les cytones et qui peuvent faire quand même pas mal de dégâts. Donc du coup, alors je ne la sème pas non plus à la RC Tri ou à la volée pour une bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, dans les contrats de multiplication, pour l'instant, ça risque de changer, mais il faut que les porte-graines soient semés en ligne pour que le contrôleur puisse faire les contrôles et voir que c'est bien une parcelle de multiplication. Donc pour la variété, bah, comme c'est un contrat, et ben on n'a pas spécial. Enfin c'est la personne avec qui on fait le contrat, l'établissement semencier ou l'obtenteur qui nous donne la variété. On n'a pas tellement le choix sur la variété. Donc, une fois que cette petite luzerne est implantée, donc la première année, donc moi je l'implante dans de l'orge de printemps. En général, l'orge de printemps est autour de 3 feuilles avant que je l'implante. Donc, elle a été déjà désherbée une voire deux fois. Le fait de repasser une deuxième fois la RC Tri, ça permet de refaire un petit peu de terre et donc du coup de refaire un petit peu de terre fine et de désherber. Après, donc la luzerne, elle se conduit en fait. Donc la première année de son implantation, en fait, elle reste en général sous l'orge de printemps. Alors quand on a comment dire, des printemps et des étés pluvieux, eh ben, ça peut arriver que l'orge de printemps, ben, essaye de récolter que les épis parce que la luzerne a bien poussé. Après, si la luzerne est vraiment jolie, en général, j'ai un éleveur qui vient me faire ce qu'on pourrait appeler le regain. Donc une première fois. Et voilà. Ensuite, je la laisse tranquille tout le temps de l'hiver. Et si elle repart correctement, à la reprise de végétation au printemps, je la broie pour faciliter bah, justement sa reprise et qu'elle soit bien vigoureuse. Après, en termes de désherbage, je passe, s'il y a vraiment forte présence de graminées, je peux passer du vibroculteur. Alors, il faut faire attention sur la première année, il faut vraiment qu'elle soit bien enracinée pour éviter de trop en dégager. Donc, il y a possibilité de passer du vibroculteur ou si c'est vraiment, et derrière, éventuellement, carrément de la herse rotative, pas très profonde. Et ça fait du super boulot pour désherber en termes de graminées. Ensuite, la luzerne, donc sur le printemps d'après, le semis,
En général, entre le 1er mai et le 15 mai, donc j'ai un éleveur qui vient me faire la précoupe, ce qu'on appelle la précoupe. Donc la précoupe de la luzerne, pour moi, en multiplication de semences, ça me permet déjà de nettoyer la parcelle et ça permet aussi d'homogénéiser, comment dire, pour juillet, ça permet d'homogénéiser après la période de floraison. Donc c'est un process qui est hyper important et donc du coup moi c'est un partenariat que j'ai avec un éleveur qui est conventionnel et en fait les précoupes de luzerne il me le rend après en échange avec du fumier. Donc en fait c'est gagnant-gagnant pour nous deux. Et puis après, du coup, comme la luzerne, c'est une plante qui finalement fleurit toujours, enfin, n'arrête vraiment jamais son cycle. Il est vraiment préconisé d'endéner en fait, donc début, ouais, on va dire début autour du 10 septembre, mais après tout dépend de l'année. Donc il y a un fauchage endénage qui est réalisé. Donc ça peut être très bien avec une faucheuse rotative. Ou sinon, c'est avec des endeineuses frontales ou une automotrice endaineuse. Et donc, le temps de séchage, normalement, c'est autour de 5-6 jours. Il faut éviter de reprendre de l'eau dessus parce que sinon, après, c'est assez complexe pour reprendre l'andin. Et donc, du coup, bah, après, comment dire, l'andin est repris avec un pick-up et est passé dans ma machine. Et voilà, et récolté. Donc tu peux passer. Alors, euh, voilà. Donc la luzerne. Comment dire? Pourquoi je fais de la luzerne? Donc il y a quand même un attrait, on va dire, économique et dans les deux sens du terme. Donc le rendement peut varier ouais, je dis 2,5, c'est en moyenne, mais ça peut être encore beaucoup plus bas. Donc en général, les années humides, hein, la luzerne supporte vraiment bien les années plutôt sèches. Les années humides, on peut descendre en dessous, on peut descendre à un quintal, à quintal et demi. Et les bonnes années, ça peut monter vraiment très très haut, hein. Là, il y a des rendements, même en bio, où on est arrivé quasiment à 1 tonne hectare. Donc là, c'est assez exceptionnel. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, il faut mieux partir entre 2,5 et 4,5, 5 net triés, puisque là, on est rémunéré sur le net trié. Donc la rémunération en fonction des établissements semenciers ou des donneurs d'ordre tourne autour de 300, 350 à 400 euros comment dire, ouais, la tonne. Ouais, 400, c'est quand vraiment toutes les planètes sont bien alignées. En ce moment, il y a quand même des établissements semenciers recherche, même comment dire, en luzerne bio, il y a une demande, il y a vraiment une demande des établissements semenciers pour mettre en place des luzernes. Donc après, au niveau récolte, c'est une graine qui est résistante au frottement. Donc c'est quand même assez facile au niveau réglage de la moissonneuse-batteuse. Bon, après, avec le travail de la FNAM, s'il existe tout un tas de livrables, hein, notamment sur la conduite de la luzerne et également sur le pré-réglage des moissonneuses-batteuses. Donc la luzerne, c'est quand même au niveau ravageur. Il y a deux ravageurs éventuellement à vraiment faire attention. J'en avais parlé tout à l'heure, la cytone. Quand on sème la luzerne en sol nu, comme fait Thomas, il peut y avoir au mois de septembre des grosses attaques de cytone et qui pourraient nous faire capoter complètement le semis de luzerne. Ouais, c'est au quintal, oui, plutôt, ouais. Tout à fait. Et du coup, après, il y a un autre petit insecte qui s'appelle le ticus. Donc, le ticus, c'est un coléoptère qui vient pondre dans les fleurs de luzerne. Et en fait, la larve vient se développer à la place des graines. Alors, pour l'instant, c'est absolument pas préjudiciable pour la production de semences. Contrairement à l'apion du trèfle violet, où lui, il est vraiment très très présent. Et là, ça peut poser des problèmes pour la production de semences.
Donc, pour produire des semences, eh ben, il y a des, comment dire, il y a des exigences et il y a des normes. Donc, déjà, la première exigence, bon, dans notre région, c'est quand même un peu plus facile, c'est d'avoir une distance d'isolement d'une autre parcelle de luzerne qui est au moins de 50 mètres. Et après, c'est là où il faut être très méticuleux sur le réglage de la moissonneuse-batteuse. Et donc, du coup, comment dire, les normes, c'est de 80% donc de faculté germinative. Alors, il peut y avoir des graines dures, mais ça, c'est tenu, c'est pris en compte. Et la pureté spécifique, donc, c'est le nombre d'autres graines, d'autres plantes qui est de 97%. Mais par contre, il faut savoir que il y a une plante indésirable où là, c'est 0,00. C'est ce qu'on appelle un peu plus loin la cuscute. Donc ça, c'est un parasite de la luzerne qui, pour de la semence certifiée, doit être parfaitement indemne, puisque c'est une plante qui est hyper invasive et ça peut vous flinguer une luzernière en deux temps, trois mouvements. Donc malheureusement, comment dire, la cuscute arrive souvent par de l'introduction de semences de luzerne en semences de ferme, mais pas que, hein, ça peut arriver par autre chose, et en fait, on ne peut pas l'éliminer au triage. Donc après, il y a là où il faut faire attention, c'est aussi au niveau des rumex. Donc des rumex, la norme, c'est un pied au 10 mètres carrés au champ. Voilà, mais bon, ça se gère quand même, notamment, enfin, relativement bien. Et après, après en, comment dire, en triage usine, il peut y avoir quelques présences de rumex dans les lots de luzerne. Ce n'est pas trop préjudiciable, puisqu'après, ça arrive à être trié. Ensuite, l'autre ravageur qui est très important en luzerne, parce qu'en plus, il raffole de ça, ce sont les mulots. Surtout quand on garde les luzernes 2, voire 3, voire 4 ans quelquefois. Donc, c'est la gestion des mulots. Donc bah après, c'est à nous de remettre en place ce qu'il faut pour ça. Donc moi j'utilise, j'ai quand même pas mal de haies et j'ai fait des bandes de fleurs, j'ai des bandes de switchgrass, donc je mets des piquets en fait pour faire poser les rapaces. Et sinon il y a quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est une fois que la luzerne a pris un bon coup de gelée, de faire pâturer des ovins. Les ovins avec leurs petits sabots arrivent à, comment dire, à détruire ou à déstabiliser en fait les galeries des mulots et ça les perturbe un petit peu. Voilà, je crois que c'est terminé. Ouais. Donc on arrive Voilà. à la partie questions. Les questions qui te reviennent. Est-ce que Isaac, on a des questions pour Pour l'instant, il n'y a aucune question dans le chat et du coup, nous, on en avait préparé quelques-unes. On se demandait comment s'organiser, toi, en tant que président de la FNAM, si peut-être que tu as une idée, la filière semences de luzerne en France. Et si là, en région, il y avait de la demande pour d'autres surfaces de luzerne semences. Alors, en région, il y a un interlocuteur, je ne veux pas dire qu'il y a le monopole, mais presque. C'est SFP Noriap, donc c'est une filiale de Noriap qui, donc c'est semences fourragères de Picardie, entre guillemets, donc maintenant c'est plutôt Hauts-de-France. Donc du coup, eux ne sont que relais, en fait. Le donneur d'ordre, en général, c'est Semences de France ou Barenbrugg. Et donc, du coup, c'est eux qui placent les contrats de multiplication. Donc, après, le responsable, c'est Adrien Housset de chez Noriap. Si vous voulez, je pourrais vous faire passer ses coordonnées. Mais ils cherchent, enfin, en tout cas, dans toute la France, ils cherchent à placer des contrats de multiplication de luzerne semences. Sinon, après, bah, c'est avoir la chance de travailler en direct avec des obtenteurs, mais c'est vrai que dans la région, c'est pas tellement le cas. Après, quand vous avez des donneurs d'ordre comme RAGT, comme Seriance, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais sinon, effectivement, il y a SFP Noriap. Ok, dans le chat, il y a
Vincent qui dit que chez Biocer, ils en cherchent pour leur station de semences Ubios. Et c'est vrai que nous, avec Bio en Hauts-de-France, en tout cas, on est en train de créer un projet de création de tests, en tout cas de production de semences fourragères, dont la luzerne, avec Biocer. D'accord. D'accord. Et après, donc la ligne de semis, hein, c'est la ligne de semis comment dire, du Pronto de chez Orge, donc avec les deux roulettes, enfin comment dire, les deux disques ouvreurs plus la roulette, la roulette derrière, hein, classique. Il n'y a pas. Donc en fait, le rappui se fait par la roulette derrière. Je ne reroule pas derrière comment dire, sur l'orge de printemps. Bah déjà, ça fait encore des roues supplémentaires. Il y en a déjà suffisamment entre le passage de la RC Tri plus le passage du Smoir. Donc c'est la ligne, elle est en 6 mètres. Et en général, je fais une légère pointe pour éviter que les disques ne viennent. Alors, soit je me décale légèrement puisque je suis au RTK, sinon je fais une pointe et comme ça évite de trop massacrer l'orge de printemps. On va avancer. Bon. Il y a une dernière question de Jean-Marcel Poupeau, mais est-ce que